Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales. Les annales d'Opale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Je suis Ethno et toujours au coin du feu avec mon comparse Cook. Bonjour à tous. Voilà, donc 4e épisode, si je me trompe pas. C'est ça. C'est bien ça. Toujours motivé, avec des news, des parutions, des chroniques. Et toujours à l'heure. Oui, toujours à l'heure. C'est vrai que pour l'instant les délais sont tenus, c'est cool. Ouais, j'y croyais pas trop au début. Je me suis dit, il y a forcément un moment, ça va être compliqué. Et non. C'est le 4e épisode, on a le temps de foirer encore. Oui, c'est vrai. Mais c'est déjà... tu vois, moi, je pensais qu'on allait foirer avant. Voilà, on commence bien, on va essayer de tenir ce rythme. Bon, dans quelques temps, il y aura les vacances, donc là, effectivement, peut-être qu'on espacera un peu les épisodes. Mais sinon, il n'y a pas de raison, Toujours avec plaisir, en tout cas. Tiens, c'est le rendez-vous, quoi. Toutes les 2 semaines, on discute bouquins, ça fait plaisir. Voilà, exactement. Donc, pour commencer, on va attaquer avec les news, comme d'habitude. Ouais. Ça, c'est ton terrain, donc je te laisse le truc. Ok. Eh ben, je vais vous reparler des Imaginales. Donc, si vous vous souvenez, il y a 2 épisodes. Donc, il y a la moitié d'un mois, c'est pas si loin. Je vous avais parlé des Imaginales qui n'avaient pas pu avoir lieu, puisque les Imaginales, c'est un festival qui se tient en mai. Et il y a des rencontres d'auteurs, il y a une remise de prix. Il y a différents prix pour des littératures de l'imaginaire. Et compte tenu de la situation, forcément, le festival a dû être annulé. Mais les prix ont quand même été distribués. Donc en fait, ils seront finalement donnés en main propre aux vainqueurs à l'occasion du mois de l'imaginaire. Mais désinfecter quand même les mains au moins. Ouais, j'espère. Ou avec des gants. Ouais. Ou avec des gants et des masques, ça va être super ça. Ça va être top. Au moins, tu peux te faire passer pour un des auteurs, peut-être. Si t'as une ressemblance au niveau des yeux. Je vais tester. Alors, le mois de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est pas forcément évident. Et c'est pas forcément aux infos que vous allez en entendre parler. Donc là, cette année, ça va être la 3e édition du mois de l'imaginaire. Mais c'est la première fois qu'un thème est proposé pour l'événement. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Donc en fait, ce mois de l'imaginaire, il est là pour célébrer les littératures de l'imaginaire. Et il y a différentes animations qui sont prévues normalement avec un certain nombre d'acteurs des métiers du livre de l'imaginaire. Donc ça peut être des rencontres d'auteurs, ça peut être des lectures, des conférences. Donc c'est vraiment au sens large. Et cette année, donc ils ont choisi un thème. Donc le thème de l'année 2020 sera pouvoir. C'est vaste. Voilà. Donc c'est très vaste. Je vais vous lire le communiqué après que les organisateurs du mois de l'imaginaire ont posté. Donc il y a une 40aine d'éditeurs qui participent à cet événement, dont ActuSF, Nemos, Les Moutons Électriques, La Talente, Le Bélial, Le Livre de Poche, Pocket, Brajlon, La Volte, Folio SF, Aux Forges de Vulcain, De Noël, j'ai lu... tout le monde quoi. Ah, là il en manque pas. Voilà, donc voilà, et là j'ai cité ceux que je pense à peu près tout le monde connaît. Il y a aussi la revue Galaxy dont j'avais parlé la dernière fois qui participe, et il y a une dizaine de librairies aussi. D'ailleurs, pour rebondir sur les grosses boîtes, ça m'a permis de découvrir quand même pas mal de petites boîtes d'édition, justement. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une chronique à venir sur un bouquin d'une maison beaucoup plus petite, mais qui a l'air tout aussi intéressant. Tu veux dire le mois de l'imaginaire ou... Oui, par rapport au mois de ok. l'imaginaire, c'est des boîtes qui vont participer aussi, comme Nemos, Les Moutons Électriques, tout ça, mais qui sont vraiment beaucoup plus petites. Mais ça permet de découvrir des trucs, c'est pas mal. Franchement, c'est une très bonne initiative. Faut se pencher sur l'événement, ils ont un Facebook, le mois de l'imaginaire, et ils postent régulièrement. Ouais. Alors, je vous lis le communiqué. Donc là, on ouvre des guillemets. Le pouvoir est au cœur de bien des récits dans la littérature de l'imaginaire. Que ce soit pour s'en emparer ou s'en libérer. Que ce soit le pouvoir d'une nation, d'un parti, d'une guilde, le pouvoir qu'on exerce sur soi ou sur les autres. À travers ce thème fédérateur, nous espérons vous faire explorer la diversité littéraire et romanesque que la science-fiction, la fantasy et le fantastique déploient pour mettre en scène les arcanes de la comédie humaine. Moi, je trouve qu'il est assez intéressant parce que ce communiqué,
parce qu'il met bien en avant le fait que ces littératures de l'imaginaire, mettent en scène, comme ils disent, les arcanes de la comédie humaine. Donc ça veut dire qu'il y a toujours en arrière-pensée que certes on écrit sur des univers imaginaires, mais finalement on parle de notre condition d'humain à travers ces univers. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que le pouvoir, surtout actuellement, avec la période que l'on vit, c'est quelque chose qu'il faut questionner, qu'il faut remettre en cause. Et la littérature de l'imaginaire a tout à fait sa place et doit participer à ce genre de débat, je pense. Ouais, pour ouvrir des horizons et avoir des points de vue, ouais. C'est vrai que c'est super intéressant. Comme tu dis, en plus avec la situation actuelle, ça sera pas mal. Je trouve qu'ils ont choisi un bon thème. Ouais, c'est sûr. Ouais, ils auraient pu choisir Contagion aussi, par exemple. Tu vois, c'est un peu plus flippant quand même. Ouais. Donc il y a une soirée de lancement qui est organisée à Paris pour du coup le mois de l'imaginaire. Et les Imaginales d'automne auront lieu du 16 au 18 octobre 2020 au centre-ville d'Épinal, puisque ce sont les Imaginales d'Épinal, et une vingtaine d'auteurs sont attendus. Donc il y aura certainement parmi ces auteurs les vainqueurs de l'année 2020. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien pensé de leur part de profiter du mois de l'imaginaire pour organiser ça. Et puis de faire quelque chose, quoi. C'est sûr que ça aurait été un peu dommage de se contenter d'une déclaration via les réseaux pour remettre les prix. Et puis le fait de pouvoir rencontrer les auteurs, c'est quand même un des éléments importants en fait des Imaginales. C'est plus vivant, ouais. C'est sûr. Bon, après à voir si ce sera vraiment faisable, on sait pas comment la situation va évoluer, mais le fait qu'ils y aient pensé, qu'ils l'aient organisé, je trouve que c'est quand même pas mal. Ouais, de toute façon, je pense que ça sera fait dans des conditions bien particulières. Hein. C'est vrai que, ça sera pas la fête de la musique, quoi. Pardon, excuse-moi, fallait que je lance mon petit fion quand même. Voilà, il fallait que ça sorte. Donc, non, mais c'est déjà bien que ça se fasse, après, il faut voir les conditions, mais écoute, déjà, c'est mieux que rien, comme on dit. Voilà, c'était ma news. Ok, et ben écoute, moi j'ai trouvé quelque chose d'intéressant aussi, surtout pour les fans de Tolkien, parce qu'il y aurait eu une fuite d'une maison d'édition américaine. Alors attention, parce que là je vais sortir mon plus bel accent franglais. Une boîte qui s'appelle Houghton Mifflin Harcourt. Ok. Désolé, hein, voilà. En fait ils ont révélé, donc accidentellement, parce que c'est une fuite, hein, un projet pour 2021. Et ce projet, c'est un livre intitulé The Nature of Middle-earth. Voilà, toujours avec mon superbe accent. C'est un livre qui comportera des écrits inédits de Tolkien et qui sera consacré donc à la nature de la Terre du Milieu. Mais aussi bien d'un point de vue philosophique que vraiment à proprement parler la nature, quoi. D'accord, ouais. Donc ça devrait arriver en 2021. Après, on n'a pas plus d'infos que ça, parce que de toute façon, ces mecs s'attendaient pas à ce que ça fuite. Hein. Donc à surveiller. Et un dernier petit truc, parce que ça aurait été bête de pas en parler, justement pour tous les fans du Seigneur des Anneaux entre autres et de Alien et tout ça, c'est le décès de Ian Holmes à l'âge de 88 ans. On a perdu quand même un grand monsieur, hein. Donc on va pas revenir sur sa filmographie ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai appris un truc intéressant, ça m'a fait marrer, parce que au-delà d'avoir interprété donc Bilbo dans le film de Jackson, il a interprété Frodon aussi dans une version radiophonique du Seigneur des Anneaux. Et ça, je le savais pas. Ah oui, si, j'avais lu un truc là-dessus, effectivement, ouais. C'est assez fun. Mais il est resté quand même dans les Hobbits, quoi. Niveau interprétation. Oui. il a la physionomie pour jouer le Hobbit. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Remarque qu'il est pas mal en Android flippant aussi. Hein. Ouais, ultra flippant, ouais, avec du sang bien blanc et tout. Il était génial dans ce film aussi. Après, c'est un peu réducteur, parce que finalement, je regardais sa film. Il a fait beaucoup de choses, ouais. Énormément, et aussi bien de l'historique que du coup de la SF que de la fantasy. C'était un acteur vachement polyvalent en fait. Donc voilà, je balance pas souvent des news, mais voilà, je pensais c'est bien, elles sont morbides les tiennes. Oui, on va rester dans ce registre là, hein. Ah là la chronique d'aujourd'hui elle va pas être jouasse, hein, je vous le dis d'emblée. Oui. Ouais, je sais à quoi m'attendre. Bon, je sais pas ce que tu vas dire, mais en tout cas oui, le sujet risque d'être un petit peu
Être un petit peu morbide. La mienne aussi d'ailleurs. Hein. Enfin bon, ça va rester dans la fantaisie un peu sombre aussi, mais c'est pas question de nécromant ou quoi que ce soit. Du coup, on passe aux parutions. Ouais. Bah, je t'écoute donc, puisque tu es le monsieur parution. Le monsieur parution, j'ai pas grand chose, mais vu que j'étais en train de lire du Howard, j'ai vu que j'ai lu, continue de publier donc des œuvres d'Howard. Ils ont commencé déjà avec les Conan, hein. Il y a 3 tomes qui sont sortis qui republient tous les écrits du barbare. Et il y a donc le Seigneur de Samarand qui met en scène entre autres Sonia la Rouge ou Red Sonia, hein, pour ça dépend. Et donc c'est une compilation de textes inédits. Et c'est sorti, ou ça va sortir, c'est chez J'ai lu. Donc je pense que pour les fans du bonhomme, c'est intéressant de continuer à suivre ses parutions parce que c'est vraiment du super boulot là pour avoir lu le premier tome des Conan. Je trouvais ça super bien fait, en plus ça a des petites illustrations, donc je sais pas si c'est le cas dans celui-ci, mais en tout cas ça fait des beaux bouquins. Parce que ouais, pour les Conan, je me demande si c'est pas les versions de Brajlon en poche. Si c'est ça. C'est ça. Et par contre, si c'est de l'inédit pour Sonia la Rouge, c'est peut-être que là ça passera pas par Brajlon du coup. Alors ça je peux pas il me semble que si, que c'est vraiment ça me paraît très Brajlon, bizarre. Du coup ils en ont sorti vraiment un paquet d'Howard. Ouais, bah ils ont tout réédité avec les textes non charcutés comme ils l'étaient, mais même les textes anglais, hein, enfin américains. Il y a des éditions poubelles, faut faire attention avec Howard. Ouais. De toute façon, je pense qu'on fera un épisode sur Howard parce qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, j'espère, à dire. il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Et ouais, c'est une super nouvelle. Enfin, moi, je trouve ça bien d'avoir à nouveau accès à ces textes-là dans des versions, dans les versions originales traduites, mais originales. Exactement, ouais. Et du coup, c'est pas le seul, hein, ouais, en vas-y. plus. Hein, excuse-moi. Il y a le Royaume des Chimères aussi qui est sorti ou qui va sortir et ils vont pas. Il y en a quand même un ou deux encore à venir. Hein. On va être fournis, niveau Howard en tout cas. Ah bah c'est top ça. Ouais, carrément. Alors, est-ce que tu as vu le film Red Sonia ? Pas du tout. Mais c'est pas. En fait, je crois que je me suis fait avoir parce que il s'appelle pas Sonia, mais il s'appelle. C'est Calidor, non, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, carrément. Avec Schwarzenegger. C'est ça. Donc, qui joue pas Conan, mais un ersatz. C'est ça. Si vous trouvez Conan 2 nanardesque, celui-là, il est. C'est le cran dessus. Il est encore au-dessus, ouais. Ah ouais. Ouais, ça va mourir de rire. Ouais, d'accord, ok. Déjà, la bande-annonce, elle picote. Hein. Ouais, bah d'ailleurs, ça me fait penser, là, en parlant de celui-là, il y a aussi Kull qui a eu une adaptation cinématographique. Ouais, non, mais alors là, par contre... Sans Schwarzenegger. Ouais, mais j'aurais préféré, je t'avoue. Ouais, non, là, ça pique. Hein. Celui-là, tu l'as vu ? Alors, non, parce que je regarde pas vraiment ce genre de film-là. Ça aurait été un... Bon, bah... Après, il y a le côté nostalgie qui parle, mais ça aurait été un vieux de Schwarzy des années 80-90, là, sans aucun problème. Le problème, c'est que déjà, l'acteur, je me souviens plus comment il s'appelle, mais je peux pas me l'encadrer. Donc, du coup, non, celui-ci, je ne regarderai pas. Tu sais pas à côté de quoi tu passes. Hein. Dis-moi pas que tu l'as vu. Ah bah si, je l'ai vu, moi, toutes ces conneries, je les regarde. Hein, c'est fou. Mais comme ça, tu vois, je suis complétiste. Je vois tout. Sur tu vois, Kull, j'ai tout lu. Du coup, je regarde ce qui est à côté. Et mais non, mais c'est pas bon. Hein, c'est le genre de film que tu mets en soirée avec des bières et des potes et là ça passe. Mais ouais, c'est comme tu regarderais, je sais pas, Pteracuda versus Megasaurus ou un truc comme ça, quoi. Exactement. Ah ouais, on est un peu là-dedans, ouais. Ouais, il faut 3 grammes, quoi. Ouais, minimum. Minimum, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour encaisser le générique du début, en fait. Oh punaise. Ouais, non, bon, bah tu vois, je fais partie de ces personnes qui pensent arriver à se faire un avis en voyant la bande-annonce d'un film. Donc là, pour le coup, j'avais raison, c'est une merde. Ouais, c'est plutôt une merde. Ouais. Après, il y a des trucs... Enfin, ça va, c'est... comment dire ? Ils ont pas tout foiré, mais globalement, ouais, c'est pas bon. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont récupéré des éléments, en fait, des différentes nouvelles de Kull. Et ils en ont fait... ils ont essayé de faire un truc cohérent avec tout ça, tout en rajoutant des éléments de Conan. Donc c'est un peu étrange comme... ça doit être le bordel, hein.
Je crois ouais, qu'il voulait juste faire... il surfait sur une mob des films de fantastique. Bah, c'est pas à cette époque-là qu'ils ont dû sortir tous les... ils ont fait un remake du... Comment ça s'appelle d'un vieux film aussi. Une sorte de péplum. Ah, je m'en souviens plus le nom. Ah, peut-être. Ah, le choc des titans. Ah, exactement, merci. Ah non, c'est bien avant. C'est un film des années... je pense 80-90. Ah ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est... Je dirais que c'est plus sorti un peu après les films avec de Conan avec Schwarzenegger, je pense. D'accord, ok. Bah tu vois, je pensais que c'était beaucoup plus récent. Remarque, il y a de l'image de synthèse, donc c'est peut-être plus 90 bien tapé. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Ouais, non. Et de toute façon, hein, ça changera pas grand-chose. Non, la qualité est toujours la même. Hein. Même dans le contexte de l'époque, non. Ok, bon bah ça confirme juste que j'ai pas 1h30 à perdre alors. C'est ça. Ok, ça marche. Bon bah pour les news, enfin pour les parutions, pour moi c'est bon. Ok, bah on va passer aux chroniques alors. Eh bah allez, à toi l'horreur. Ouais. Parce que si j'ai bien compris, ça va être lourd chez tous les deux là. Ouais. Donc, ouais. Allez vous chercher une tisane, mettez-vous sous votre couette. C'est ça. Non, ça sera plus léger de mon côté, je pense. Assurez-vous que c'est fermé à double tour. Voilà, exactement. Alors, suite à ta magnifique chronique sur Hyperborée oh, merci. Et Poséidonis, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je me suis dit, tiens, il faut que je m'intéresse de plus près à Clark Ashton Smith. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais lire celui que tu n'as pas lu. Et t'as bien fait. Comme ça, on peut pas en débattre. Le jour où on va lire le même bouquin tous les deux, je pense que ça va clasher. Et du coup, donc j'ai lu la suite, plus ou moins, enfin la suite spirituelle, qui est Zotique. Parce que j'ai pas regardé dans quel ordre il les a écrits, mais je crois qu'il a enfin, même chronologiquement, il a écrit Zotique après Hyperborée et Poséidonis. Ok. Et le premier cycle qu'il a écrit, je crois que c'est comment ça s'appelle ? Averwine. C'est un mélange entre l'Auvergne et l'Aveyron. Ah ouais, très français alors. Il y en a des choses à dire. Hein. On pourra parler de Cantal, on pourra parler de Saint-Nectaire et tout. Ouais. Je vous prépare une émission là-dessus. Des racines et des ailes. Alors, je vais éviter de redire ce que tu as dit. Ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, je vais essayer de mettre en relief des aspects que tu n'as pas forcément mis en avant, parce que c'était pas nécessaire dans ta chronique, mais qui là auront peut-être plus de sens par rapport à Zotique. Mm-hmm. Donc, je reviens pas sur sa vie, la vie d'Ashton. Je vais appeler Ashton, ça ira plus vite. Ouais. On peut le Robert. Hein. C'est ça. Alors donc, Ashton publié dans Weird Tales, ça on l'a dit. Mais il a aussi publié dans des revues d'avant-garde. Donc tu parlais du fait que c'était un auteur, un écrivain beaucoup plus aguerri que ses homologues que sont Robert E. Howard et Lovecraft. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suis allé voir un peu où est-ce qu'il a publié. Donc là, c'est pas forcément des textes ou des récits fantastiques. Hein. Là, on est parfois vraiment dans la poésie qui suit beaucoup plus le courant de son temps. Non pas que le fantastique n'était pas un courant de ce temps-là, puisque c'est en partie lui qui l'a fondé avec les autres auteurs de Weird Tales pour la partie américaine. Mais on va dire c'est un peu cette culture avec un grand C, même si on peut ne pas être d'accord avec le principe, mais il y a quand même cette idée d'hiérarchisation de la culture, surtout à cette époque où le fantastique était considéré comme de la littérature de seconde zone en fait. Exactement, ouais. C'est vrai que ça n'avait pas la cote. Hein. C'est ça. Et lui, il publiait dans des revues comme le Poetry, a Magazine of Verse, qui est une revue fondée en 1912 et qui a jamais cessé de publier depuis, donc elle publie encore, et qui est réputée comme étant la plus importante revue américaine sur la poésie, voire du monde anglophone. Rien que ça. Alors je sais pas si c'est la réalité, mais ça a l'air d'être assez balèze, et c'est vrai que je me suis promené un peu sur le web, et oui, c'est un truc, c'est costaud quoi, donc... Mm-hmm. Là, on n'est vraiment pas dans le petit cercle des amateurs de science-fiction et de fantasy. Et je dis pas ça avec un jugement de valeur, hein, mais c'est vraiment un truc qui dépasse... Enfin là, on parle vraiment de littérature... de grande littérature, on va dire. D'accord.
Même si on peut considérer que l'imaginaire est une grande littérature. Il a aussi publié dans des journaux littéraires comme Smart Sets, donc la première grande revue littéraire américaine fondée en 1900 par le colonel William Alton Mann, un colonel de l'armée qui s'est passionné pour la parution d'un magazine. Ouais, comme quoi. Donc ça c'est pour la partie américaine, mais il a aussi publié en Europe, par exemple au London Mercury. Donc c'est une revue anglaise dont les publications s'étendent du XVIIe siècle au XIXe siècle, au XXe siècle. Et entre 1919 et 1939, donc la période où Ashton publie le plus, il s'agit du mensuel littéraire anglophone le plus important. Donc en compétition avec le Poetry Magazine of Earth, qui existe depuis peu à ce moment-là. J'ai noté aussi que certains de ses poèmes ont été repris dans des manuels scolaires. Donc là, il y a des infos que j'ai récupérées de l'avant-propos de l'édition de Zotic. La nouvelle édition, c'est chez... j'ai perdu. C'est Mnemos. C'est Mnemos, ouais. C'est Mnemos. Bah, c'est la même édition que Hyperborée et Poséidonis que tu as présenté. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc j'ai trouvé des infos là. Il y a d'autres informations que j'ai trouvées dans un magazine des années 80 qui s'appelle Crypt of Cthulhu. Et il y a plusieurs numéros qui sont disponibles gratuitement sur le web. C'est des vieux trucs et c'est assez intéressant. Il y a des textes inédits, il y a des critiques, il y a aussi des chroniques de fond sur certains auteurs. Et il y a un numéro qui est dédié à Ashton, qui est facile à trouver. Il faut passer par le Wikipédia de Clark Ashton Smith et tout en bas vous avez les références et vous pouvez le trouver. C'est même téléchargeable. C'est plutôt cool. Oui, d'ailleurs, je te remercie de m'avoir envoyé ça parce que ça fait bien old school. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Je les ai imprimés pour pouvoir le lire parce que des fois prendre des notes sur des trucs numériques c'est un peu chiant, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et ouais, j'ai la couverture là avec les crapauds en grand. Ah, mais c'est génial, hein, ça fait très pulp. Ouais, et, bah, c'est ça. Même ouais. avec un niveau d'anglais comme le mien, concrètement, c'est super accessible. Et mine de rien, je trouve que ça. Tous les articles sont pas hyper intéressants, mais il y en a qui sont vraiment qui sont bien écrits, qui sont bien sourcés. Enfin, c'est du boulot assez sérieux quand même. Carrément, ouais. Pour un truc qui était vendu 4 livres. Voilà, globalement, en fait, comme tu l'as dit, c'est pas un auteur lambda, Ashton. Et il avait la reconnaissance d'autres poètes, principalement anglophones, mais à l'international. Donc dans la jeunesse, il s'intéresse très tôt aux contes de fées de la comtesse d'Aulnoy. Donc ça c'est intéressant parce que vous connaissez ma passion pour les contes de fées. Ouais. Et sinon, faut écouter l'épisode d'avant. C'est ça, il y a 2 beaux épisodes sur les contes de fées et ça m'a presque donné envie d'y revenir pour lire cette version des contes de fées. Parce que Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, donc la comtesse d'Aulnoy, est une des contributrice à la création du genre du conte merveilleux. Donc le moment où les contes de fées sont collectés, mis à l'écrit et diffusés. Donc là on est en France. Hein. Et contrairement à Charles Perrault, qui sont en général la version des textes qu'on connaît, que toi et moi on a entendu quand on était petits, ou ceux qui sont adaptés en général, que ce soit des dessins animés ou des pièces, souvent en France on se base sur le texte de Perrault. Elle au contraire, donc c'est assez sage en fait, elle va user d'allégories et de satire pour entre autres critiquer la cour et la société française du XVIIe siècle, puisque cette dame vivait au XVIIe, à l'instar de ce que faisait Jean de La Fontaine avec les fables, par exemple. Okay. Donc c'est des versions qu'on a moins l'habitude de lire actuellement, donc qui sont moins connues, mais j'ai bien envie d'y jeter un œil, voir un peu vraiment jusqu'où il y a cette critique du pouvoir en place. Oui, puis ça sera quelque chose de moins abordé du coup, parce que tu vois, moi avant que t'en parles, j'avais jamais entendu ce nom-là, donc c'est vrai que nous on connaît justement moi non Perrault, plus, tu vois. On connaît les fables de La Fontaine et tout, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir un autre point de vue aussi. Donc il est possible, j'avais dit que j'arrêterais avec les contes de fées, mais il est possible
Je sais pas si je vais faire un comparatif entre Charles Perrault et la comtesse d'Aulnoy, parce que ça demande vraiment un travail assez long. Mais au moins jeter un œil, voir vraiment à quel point c'est différent en fait des versions qu'on connaît. Alors il s'est aussi inspiré du Vathek de William Beckford. Donc le Vathek, c'est un roman gothique qui est assez connu, que Beckford en fait a écrit en français. C'est un auteur anglais mais qu'il a écrit en français quand il était en Suisse, à Lausanne je crois, qui a été publié en 1786, même si je crois qu'il y a une version pirate. Il s'est fait voler son manuscrit par un de ses amis, qui a été publié du coup en anglais en 1782. Et c'est un ouvrage qui a été acclamé par Lord Byron, Flaubert, Edgar Allan Poe par exemple. Voilà, pour citer des gens qui ont aucune influence sur la littérature. C'est ça. Et en fait... Alors en plus il y en a deux que j'aime beaucoup dans le tas, donc je peux pas m'empêcher de faire des vannes dessus. Et c'est assez intéressant parce que ça m'a amené à me réintéresser à un genre que je connaissais un petit peu, mais je pense qu'il faut creuser aussi, surtout quand on parle de l'imaginaire. Donc le roman gothique, et plus loin le roman gothique décadent, français et anglais, c'est un peu une spécialité française et anglaise qui en fait qui va souvent ça c'est allié avec le côté roman gothique, parce que c'est des individus en fait qui sont à l'écart de la société et qui ont une attitude assez misanthrope. Et le Vathek qui se passe, ça m'a interpellé quand je me suis un peu informé sur l'ouvrage. Ça se passe en fait alors en Orient, je sais plus où exactement. C'est un calife arabe qui a des gardes du corps turc au 9e siècle, c'est un truc comme ça. Donc avec ça on devrait pouvoir retrouver. Oui, au moins. Et voilà, c'est en plus du roman gothique et du côté décadent, on est dans le courant de l'orientalisme, où on a un Orient fantasmé, un peu dans l'esprit des Mille et une nuits, si tu veux. Ouais. Et je trouve que c'est en fait, une fois que tu sais ça, alors je sais pas si ça ressurgeait dans Hyperborée, mais dans Zotique ça transparaît, c'est presque évident en fait qu'il s'est inspiré de ce genre de texte finalement. Ça se ressent plus dans la deuxième partie, donc dans Poser D'accord. Denise, du coup. Oui, au moment où c'est la fin sur certaines descriptions de villes et tout ça, ouais. Bah là, c'est clair et net dans Zotique, je vais revenir dessus. Et du coup, il s'est aussi inspiré des Mille et une nuits, à proprement parler. Donc là, je vais peut-être pas déblatérer sur le sujet des Mille et une nuits, parce que c'est pareil, ça pourrait faire un sujet entier. Et on est dans la littérature de l'imaginaire pour de bon, donc peut-être qu'on se garde ça sous le coude. Ouais, pourquoi pas. Mais je pense que tout le monde visualise à peu près. Et à mon avis, c'est un peu comme les contes de fées ou les contes en général. C'est le genre de texte où il y a des variations dans tous les sens. Donc, ouais. Et donc c'est à l'âge de 13 ans qu'il découvre son maître à penser, qui est Edgar Allan Poe. Donc du coup, ils ont au moins une référence en commun, mais ça devait pas être la seule, qui est le livre de William Beckford, Vathek. Du coup, c'est assez logique qu'il se passionne pour les textes de Poe. Alors ensuite, je vais revenir un peu sur les liens entre Ashton et Lovecraft aussi, parce que ça va pas mal jouer dans Zotique. Donc Lovecraft décrit Ashton, donc, ouvrez les guillemets, là c'est une citation que je prends de l'avant-propos de Zotique. En tout, hormis la race et le langage, un symboliste français ou un parnassien du milieu du 19e siècle, plus proche de Baudelaire qu'un américain de ma connaissance. Et c'est vrai qu'on peut pas vraiment lui donner tort à Lovecraft. Et alors pour le coup, là j'ai lu en français. Et j'aimerais bien lire un de ses textes en anglais pour me rendre compte de la langue, comment il manie la langue anglaise. Mais c'est vrai que la traduction, je sais qu'à la fin du livre, le traducteur écrit quelques mots en parlant de son travail. Et je pense que le texte de base, il est très très riche et le traducteur a fait un super boulot. On a vraiment le sentiment qu'on n'est pas dans une traduction en fait, ça coule tellement en français que... Et je trouve que c'est assez rare pour les romans anglo-saxons, en général quand tu les traduis en français,
Même il y a des gens qui font ça très bien, hein, mais quand t'as l'habitude un peu de lire dans les deux langues et d'avoir fait un peu de traduction, il y a des choses, tu te rends compte en fait comment dire, il y a vraiment un travail sur les registres, sur les tournures de phrases qui est assez lourd en fait pour passer d'une langue à l'autre. Et là, c'est d'une fluidité assez incroyable, je trouve. Et pourtant, ça ne doit pas être le boulot le plus facile du monde, hein, de traduire du Smith quand même, parce qu'il y a un langage vachement riche. Justement, je me demande si ce côté très littéraire qu'il a fait que le passage vers une langue beaucoup plus littéraire qu'est le français, et ben ça aide pas justement qu'il ait cette culture du mot, etc. Tu vois. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on a une langue assez riche aussi, donc du coup, au niveau translation, il y a peut-être plus d'équivalents à certains mots. Tu parlais de Howard tout à l'heure. Howard, c'est vraiment un auteur que je conseille de lire en anglais, parce que c'est pas très difficile l'anglais de Howard. Et c'est un texte qui a beaucoup plus de force en anglais. En français, c'est assez plat, je trouve, Howard, quand c'est traduit. Parce que le traducteur, il peut pas non plus faire de la magie, hein. C'est juste que la langue française se prête pas forcément à ce type de récit, je trouve. Et chez Ashton, il y a beaucoup de relief, même dans la traduction, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est... Ou alors c'est vraiment le traducteur qui est très talentueux, hein, je sais pas, mais c'est peut-être de ça aussi. C'est rare que je sois aussi dithyrambique sur une traduction. Même si en général c'est bien fait, c'est juste que là c'est vraiment... ça m'a vraiment étonné quand j'ai lu. Ouais. C'est pour que t'en parles en tout cas. C'est ça. Donc les deux individus, donc Lovecraft et Ashton, se sont liés d'amitié en 1922. Donc c'est pas... c'est quand même assez tôt dans la carrière d'Ashton. Donc Ashton déclara en octobre 1930 dans une lettre à Lovecraft. Donc là il parle de la littérature, de l'imaginaire en général. En ce qui concerne le problème de la fantaisie, mon propre point de vue est que la littérature n'a aucune justification, à moins qu'elle ne serve à libérer l'imagination des raies de la vie quotidienne. Je trouve que c'est assez intéressant comme proposition. Surtout quand tu te rapportes au communiqué du mois de l'imaginaire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, eux, ils mettent en avant le fait que ça met en scène l'humanité, en fait, la vie des hommes. Et lui, il cherche avant tout l'échappatoire, en fait, dans son œuvre. Ouais. Et il parle vraiment de libérer l'imagination des raies de la vie quotidienne. Donc en fait, s'éloigner peut-être justement de la banalité. De la banalité, parce que c'était quelqu'un d'assez aliéné aussi, quelque part. Je pense que c'était son son échappatoire. Ouais. Là, on revient un peu sur ses influences sur toute la littérature décadente, justement. La misanthropie, la mélancolie aussi, beaucoup. Donc là, on est plus sur le roman gothique, mais... Et c'est vrai que dans Zotique, ça se sent énormément. Je refais un petit tour par le mythe de Cthulhu, ou Cthulhu, comme vous préférez. Moi, je préfère Cthulhu. Les liens qu'il entretient, en fait, avec le mythe que tu avais soulevé la dernière fois. Et donc, je vais aller voir un peu plus loin. Ça m'a un peu intrigué, voir comment l'intertextualité entre les deux auteurs existait. Donc, Donc Ashton, c'est l'un des contributeurs principaux au mythe de Cthulhu. D'après le Reader's Guide to the Cthulhu Mythos de Weinberg et Berglund, c'est un livre de référence en ce qui concerne le mythe de Cthulhu, en fait. Il aurait écrit 26 récits reprenant l'univers de H.P. Lovecraft. Ça en fait quand même quelques-uns. Ça, ouais, c'est énorme. Hein. Le plus marquant, selon Lovecraft, c'est la nouvelle Tale of Satampra Zeros. Je sais pas trop comment faut le prononcer. Ça ira très bien comme ça. C'est ça. Pour lequel Smith crée un dieu champignon, en fait. Tsathogua, un truc comme ça. Un dieu champignon. C'est une très bonne idée. Oui, carrément. On peut dire que c'est pas original. Hein. C'est ça. Et en fait, Lovecraft va l'intégrer à son panthéon de dieux infernaux.
enfin abyssaux plutôt du coup pour Lovecraft. Oui. Mais en fait, c'est la manière qu'a Smith d'écrire ses nouvelles de manière très descriptive, en donnant des images très détaillées des créatures, fait que la plupart des histoires qu'il a écrites en fait pour le mythe de Cthulhu ne reprennent pas tout à fait les codes que Lovecraft a établis. Ce qui fait que on n'est pas vraiment dans les mêmes ambiances et on est peut-être un peu trop... la folie, les monstres sont peut-être un peu trop palpables. Ouais, alors que c'est vrai que chez Lovecraft, c'est l'indescriptible en fait. Alors que là, c'est bien décrit, donc ça va à l'inverse du truc de base. Alors, moi je trouve que l'indescriptible marche pas chez Lovecraft. Je sais que c'est con parce que c'est basé là-dessus, mais chez moi ça fonctionne pas. Donc je serais assez curieux de lire ces textes de Ashton, peut-être plus détaillés et tout. Peut-être que ça me donnera un point d'ancrage plus important pour l'univers de Lovecraft en fait. Ça serait quand même un comble que tu arrives à trouver du charme au mythe de Cthulhu chez un autre auteur que celui qui l'a créé quand même. Alors après, je rejette pas tout ce qu'a fait Lovecraft, hein. Il y a des trucs que j'ai bien aimés, mais enfin... C'est marrant. Entre la légende et ce que j'en ai, mon expérience de Lovecraft, il y a une sorte de gouffre, quoi. Après, ça s'explique pas. C'est ça. Oh, je cherche pas. Hein. Il faut pas. Après, voilà, l'histoire montre que c'est un personnage important et c'est vrai que il a quand même influencé une grosse part de l'imaginaire américain et au-delà. Oh oui. Et chose intéressante, Lovecraft va même intégrer l'un des univers d'Ashton, donc Averroïn, dans sa mythologie. Dans une lettre qu'il écrit donc, pour son ami Ashton, il écrit cette strophe. Noir et informe, pestilent et paria, tel Sadoka, terrible dieu d'Averonia. Donc je trouve ça assez fort que Lovecraft... tu vois, il y a Ashton qui prend des éléments de l'univers de Lovecraft et qui les intègre en fait à son travail, et Lovecraft va aussi prendre des choses chez Ashton. Oui. Bon là c'est une strophe, hein, il a peut-être pas non plus poussé le processus, mais je crois pas qu'il l'ait fait avec beaucoup d'auteurs qui a repris son univers. Non, je pense pas non plus. Ouais. Donc, donc les similitudes, comme tu avais dit, on pourrait faire des listes entières sur les similitudes et les différences entre les deux auteurs. Mais je termine sur un fait qui est évident, mais qui à l'époque n'était pas du tout quelque chose de allant de soi. Donc tout comme Lovecraft, Smith invente son propre univers, ou plutôt ses propres univers, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont reliés entre eux par des schémas identiques, des schémas narratifs ou des thèmes. Donc ces univers sont Hyperborea, Zotique et Averroïn. Mais ces univers n'interagissent pas directement les uns sur les autres. D'accord, donc c'est totalement c'est des univers totalement différents. C'est ça. Ils évoluent pas dans la même sphère, mais ils suivent des schémas ressemblants en fait, des trames qui se répondent tout simplement. Donc on en vient maintenant à Zotique. Donc le terme Zotique pourrait être une référence à l'album Zutik, auquel participait Rimbaud. Donc c'est un recueil de poèmes satiriques, qui essayait de tourner en dérision d'autres courants poétiques. D'accord. Alors j'avoue que je connaissais pas du tout, c'est en lisant l'avant-propos que je suis tombé là-dessus, et j'ai trouvé ça assez intéressant qui, du coup, si c'est possible, donc on n'est pas sûr que ce soit une référence, mais si c'est une référence à de la poésie écrite en français, ça montre quand même son érudition, je trouve. Et c'est assez amusant s'il l'a fait, qu'il ait pris le terme zutique en fait, c'est parce que l'ouverture de l'ouvrage c'est Zut, tout simplement. D'accord. Donc c'est assez drôle d'avoir un univers hyper sombre et torturé qui aurait repris une référence d'un truc un peu loufoque. Oui, c'est vrai, ouais. Mais il manque pas d'humour, Ashton, hein. C'est assez sombre, mais il y a une espèce d'ironie un peu tout le temps dans son texte. C'est vrai. Bah, t'en avais parlé un peu la dernière fois. Ouais, carrément. Ouais. Beaucoup d'ironie. Alors, Zotique, voilà comment il est décrit par Ashton dans un des textes. Donc, on ouvre les guillemets, c'est dans l'Empire des Nécromants, c'est la première nouvelle. Zotique. Le dernier continent, sous un soleil faible et des cieux amers, où les étoiles luiront sans attendre le soir, d'un formidable éclat. Donc c'est crépusculaire, hein, comme
comme description. Ah, clairement, là, tu peux pas faire plus. Hein. Et concrètement, tout est à peu près sur ce ton-là. Ouais. Donc là, on est dans un monde où il y a des nécromants à peu près partout. Les morts ne reposent pas en paix. Les nécromants passent leur temps à les réveiller pour essayer de former des cours complètement décadentes, à essayer de se prendre le pouvoir pour être le plus fort, et finalement ils sont toujours trahis par ceux qui les ont aidés, ou ils les trahissent d'ailleurs. Voilà, là on joue avec la mort constamment dans cet univers-là. C'est assez lourd finalement. Mais j'imagine que oui, c'est pas très joyeux. C'est ça, et puis en plus Zotique c'est le dernier continent, donc il n'y a plus rien après. C'est la fin de toute forme d'humanité, même si c'est pas dit explicitement. Mais il y a cette espèce de fatalité qui règne au-dessus de cet univers. Et ouais, ça apporte vraiment quelque chose de très très lourd à la lecture. Donc Zotique, comme je disais, c'est un continent où la raison n'a plus sa place. Tout est magique mais dénaturé. Pardon, tout n'est pas magique. En fait, plutôt le peu de magie qu'il y a est vraiment noir et dénature le réel. On est toujours à cheval entre plusieurs dimensions, avec des dieux infernaux qui vont interagir dans le monde réel, mais pas forcément de façon directe, bien que parfois ça peut être assez violent. Mais on a toujours une espèce de décadence, justement, où les hommes et les femmes en viennent à avoir des comportements presque inhumains. Il y a par exemple une des nouvelles qui parle d'une île de tortionnaires où la fin du monde est tellement proche que les gens finissent par faire de la torture en fait une occupation de tous les jours. Vraiment un truc qui un peu comme le cirque chez les Romains par exemple, là c'est la torture par exemple. Charmant. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Donc je trouve que c'est assez étonnant ce contraste entre le fait que l'univers qui décrit le progrès en fait n'existe plus, c'est même l'inverse, sachant que il écrit à une période qui est quand même la révolution industrielle et l'avènement justement de la raison sur le surnaturel, c'est vraiment le moment où l'industrie se met en place, où les sciences vont sauver l'humanité avec la suite qu'on connaît, les guerres mondiales, etc. La bombe nucléaire. Et puis même aujourd'hui, ce que cette révolution industrielle a induit sur notre possibilité de vivre sur Terre, tout simplement. C'est assez logique, mais c'est pas le seul. C'est un peu son œuvre Zotique qui est un peu prémonitoire en fait à mon sens, du fait qu'on passe par un moment de progrès technologique, mais au bout du compte, on va ressombrer dans la folie de la chambre, on pourrait dire, je sais pas moi, de la préhistoire ou de temps qu'on connaît pas. Ouais. Une sorte de régression. Ouais, c'est ça, une régression, d'où ce dernier continent. Ouais, d'accord. Donc pour créer ce monde-là, Ashton se serait inspiré des théories des théosophes. La théosophie, c'est un courant de pensée qui dit, en gros, c'est la principale idée, le concept de base, c'est que chaque religion contient une part de la vérité. Donc en fait, personne ne peut avoir la vérité totale. D'accord. Et dans ces théories, il y a cette idée qu'il y a un monde passé, présent et futur. D'où les différents continents des univers de Ashton, en fait, qui sont liés entre eux, mais qui n'interagissent pas entre eux. Parce qu'ils ont chacun leur part de vérité, tout simplement. Et c'est vrai que je sais pas pour Hyperborea, mais sur Zotique, la religion est hyper importante et présente partout. Le rapport qu'il y a à la religion dans la chronique que j'ai faite la semaine dernière, ça se rapporte vraiment au Dieu qu'il a créé, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on n'entend pas vraiment parler de religion à proprement parler, c'est-à-dire que le christianisme, tout ça, t'en as limite aucune ligne dessus. Mais par contre, oui, mais il y a une croyance en des êtres supérieurs, en fait. Exactement, c'est ça, ouais, des dieux noirs, tout ça.
Tu sais, avec, je trouve... Ouais. à moitié humain, moitié bête, tout ça. Enfin, Ouais, c'est ça. Pour le reste, il y a vraiment que ça qui est fait. Bah, là, il y a des clergés morbides. Il y a une espèce de ville où quand quelqu'un meurt, il est amené dans un bâtiment où en fait ils amènent le mort à manger à leur dieu. Mais on sait pas trop si en fait les moines se nourrissent pas plutôt des cadavres. C'est pas très clair. D'accord. Il y a des personnages religieux, on va dire, même si mais du coup ça fait pas de référence à une religion en particulier. Ouais. Mais enfin à ce moment-là, début du 20e, il y a quand même cette idée de, alors c'est pas aussi fort que maintenant, mais souvent on va opposer science et religion. Ce qui est, enfin, si on y réfléchit d'un peu plus près, n'est pas très logique, mais il y a une espèce de hiérarchisation entre la magie, la religion et la science. J'ai commencé un sujet de thèse là-dessus, donc je vais pas rentrer dans les détails. N'importe quoi pour moi. C'est ça, mais je trouve que c'est en lisant, je me suis aperçu qu'il avait vraiment un discours sur la nature humaine. Alors qu'il dit que son but quand il fait du fantastique, c'est de se libérer, en fait, de libérer l'imagination. Mais on revient quand même dans cette idée qu'on parle de la nature humaine. Ouais. Et il a du coup une vision assez pessimiste de la nature humaine, puisque finalement, que ce soit la religion ou la science, les deux vont nous mener à notre perte. Donc qu'est-ce qui reste? La magie pour réveiller les morts, qui est pas forcément un meilleur un meilleur expédient pour faire survivre l'humanité, quoi, si on est tous des espèces de morts ambulants. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sur l'image du zombie. On est vraiment sur des corps qui sont ramenés à la vie, qui sont subjugués par un nécromant, donc il y a un pouvoir de volonté sur eux, mais pas complètement, en fait. Les morts vivent avec un espèce de voile sur la réalité qui fait qu'ils savent pas trop à quelle époque ils sont, où est-ce qu'ils sont, mais ils peuvent avoir des réminiscences du passé. En fait, ils ont une sorte de personnalité individuelle, mais un peu comme s'ils étaient drogués H24, en fait. D'accord. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, parce qu'il reste une part d'humanité beaucoup plus importante que chez le zombie de base, on va dire. De base, ouais, c'est sûr. Ok. Donc le registre des textes de Ashton se rapproche comme j'ai dit, du style décadent français et anglais, et met en scène le rejet de la modernité. Donc là encore une fois, j'ouvre les guillemets, c'est une citation de l'avant-propos de Zotique. Là c'est Ashton qui parle. Je crois que feu Robert E. Howard et moi aurions adoré nous retrouver fustiger la civilisation. En tout cas, si je n'ai pas été induit en erreur par ses vues en la matière. La barbarie, l'art barbare, les peuples barbares m'attirent de plus en plus. Je ne pourrais pas vivre dans une ville moderne et me sens encore plus d'ailleurs qu'H.P. Lovecraft. Son caractère d'ailleurs était principalement une affaire de période historique. Le mien a également un caractère spatial. Donc c'est vrai qu'on retrouve ce thème de la civilisation décadente chez Howard. Même si elle est exprimée différemment, peut-être de manière moins cérébrale et beaucoup plus charnelle, en fait. Avec le barbare, en fait. Ouais, c'est ça. Le côté barbare des choses. Comme tu l'as dit la dernière fois, chez Ashton, il y a très peu de conflits armés. Il y en a un petit peu, mais c'est loin d'être le principal de l'action. On va beaucoup plus être sur de l'ambiance, sur de la sensation, sur ces choses-là. Là où chez Howard, ce rejet de la civilisation, il est vraiment brutal de manière physique, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai bien aimé son passage sur Lovecraft, où il différencie ce sentiment d'être d'ailleurs, qui est un super morceau de sortilège d'ailleurs. Et oui, il dit que pour Lovecraft, c'est principalement une question de période historique. Alors j'avoue que j'ai du mal à voir où il veut en venir, même si j'ai une vague idée. Mais en tout cas, lui, il parle du caractère spatial, et c'est là où je trouve ça me refait penser en fait à son inspiration des théories des théosophes. Donc le fait que
tu as plusieurs mondes qui vont succéder. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans ce monde-là qui se sent d'ailleurs, c'est peut-être même d'un point de vue spatio-temporel complètement, tu vois. Ouais. Après, on parle d'un auteur qui avait pas l'air d'avoir des idées très positives, donc peut-être qu'il en rajoute un petit peu et qu'il se regarde un peu le nombril en allant mal. On peut supputer aussi de ce genre de choses, mais vis-à-vis de son œuvre, je trouve que c'est assez lucide ce qu'il dit dans ce petit texte. Ouais. Et je voulais finir en parlant de deux nouvelles du coup de Zotic qui donnent vraiment le contraste du personnage. Donc il y a les Charmes d'Ulua, qui est en fait une variation de la Tentation de Saint-Antoine, donc de la Bible. Ouais. Donc vraiment un sujet assez sérieux où là on parle effectivement de la nature humaine, des tentations, de fait de les combattre ou pas. Enfin, on a vraiment quelque chose de très cérébral. Et d'un autre côté, dans le même Zotic, il y a une nouvelle qui s'appelle Le Voyage du roi Erovan, qui est presque une fable humoristique. Excellent. Enfin, on en vient à un moment où le personnage d'Erovan se met à revêtir... il tue un oiseau géant, ce qui se retrouve dans la cour des oiseaux, parce qu'il pourchasse un oiseau, et il se trouve sur une île où c'est les oiseaux qui règnent. Donc ils emprisonnent les humains dans des cages. Et pour s'enfuir, en fait, il tue un oiseau, il le vide, et en fait, il se met à l'intérieur, et il y a toute une partie où il décrit comment il s'enfuit de la tour où il est emprisonné, mais avec son costume d'oiseau. C'est un peu comme, moi je l'imagine un peu comme une mascotte de football américain, si tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais bon, il l'a vidé, donc il est avec les viscères et tout. Bon, il y a de l'humour, mais on reste dans l'humour noir. Dans l'humour noir. Et ça montre vraiment deux facettes d'Ashton qui... Dit comme ça a l'air complètement opposé, mais en fait, dans le recueil, il y a un liant qui fait que ça passe, quoi. C'est logique. Ouais. Ok. Et j'ai déjà beaucoup parlé. Donc je te laisse la main. Il y a matière, hein. En même temps, il y a matière. Là, on parle d'un mec qui a pas écrit n'importe quoi. Ouais, puis je trouve ça assez passionnant à décortiquer ce qu'il a fait. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de messages, de sous-thèmes et de machins comme ça. C'était vraiment cérébral. Donc du coup, c'est vrai qu'à analyser, après, pareil, je pense que ça nous prendrait des heures et des heures pour vraiment arriver à mettre le doigt sur le fond, alors que sur la forme, on a quelque chose quand même de déjà assez consistant. Mais c'est intéressant, en tout cas. Je sais qu'en français, il y a 2 ouvrages scientifiques sur Ashton. Et il y en a au moins un en anglais, mais il doit y en avoir une foultitude dont j'ai pas connaissance. Donc c'est un auteur qui est quand même étudié. Donc comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, ça se sent quand tu lis, de toute façon, c'est assez profond ce qu'il écrit. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, ça sera plus léger de mon côté, hein, du coup. Donc, moi, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle La faille de Khyber. Ça a été écrit par un Français qui s'appelle Mathieu Gabory. Et ça fait partie du cycle des ombres. Donc ça va être une chronique un peu particulière parce que déjà c'est pas une chronique qui suit l'actualité. Parce que le livre il est sorti en 2007 chez Point Fantasy. Mais surtout ça va être une chronique en 2 parties parce que ça a été une lecture un peu particulière pour moi. Pourquoi particulière ? Parce que en cours de lecture, il y a un événement nouveau qui est arrivé et qui a totalement changé la façon de voir le bouquin. Donc je vais pas commencer par la bio habituelle. Et d'ailleurs il y a un truc qui devrait te parler. Ouais, alors okay. La faille de Khyber, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement c'est l'histoire de Sid, un elfe sinoal qui va être désigné d'office pour reprendre le commandement d'une armée à la place de son père, qui a été déchu, et donc pour défendre Khyber contre l'attaque d'envergure qui est menée par l'armée des morts-vivants. Ok. Alors Sid, il s'est exilé de la forteresse après avoir été précipité par son père dans une mission suicide alors qu'il était accompagné de son frère. Donc Sid, il est sauvé de justesse par sa mère, mais son frère, lui, se fait tuer par les morts-vivants. Et donc, les rancœurs envers son père le poussent à lui vouer une haine sans limite. Voilà, tout simplement. Mais il doit faire face à ses sentiments pour mener à bien l'offensive
qui pourrait plonger donc Kyber dans les ténèbres, du coup. C'est clair, net et précis, il n'y a pas de fioriture, on est clairement dans la fantasy épique, hein, ça va se friter dans tous les sens. Et je vous assure qu'en écrivant le résumé du bouquin, j'ai cherché à voir si je pouvais parler d'autres choses, en fait d'amener d'autres éléments qui pourraient enrichir mon résumé. Mais concrètement, c'est pas possible. Ça parle de la défense de Kyber, point. Alors bon, c'est peut-être un peu ironique, mais je suis pas loin de la vérité, en tout cas au premier abord. Le livre fait de 248 pages, donc c'est un truc ultra condensé qu'on a entre les mains, déjà direct. On a une impression qui s'empare de nous, c'est la sensation d'être projeté dans un univers déjà établi en fait. Comme si on devait connaître déjà tous les tenants et les aboutissants, les technologies, les races et tout ça. Donc c'est assez étrange de prime abord, mais pourquoi pas. Je me suis dit que ça se trouve, il y a des explications qui viendraient après. Mais le souci, c'est que cette sensation, elle nous lâche pas tout au long du début du bouquin, et au moins jusqu'à la moitié, jusqu'à la deuxième partie du livre. Mais après, au-delà de ça, bon, on a affaire à un personnage assez caricatural, hein, je l'ai dit dans le truc. C'est le héros froid, il est implacable, il est gorgé de haine et de rancœur, il a un passé sombre et douloureux. Et du coup, il se dévoile pas vraiment, et on apprend son histoire par le biais de flashbacks, parsemés dans le récit. Mais l'auteur arrive quand même à nous fournir un petit background sympa, c'est intéressant, hein, où sont présents beaucoup de codes de la fantasy, du coup, avec la magie, les nains, les elfes, et tout le bestiaire hein, qui va avec. Ah, donc c'est assez classique à ce niveau-là. Exactement. L'environnement est assez évident, on va dire. Ouais, enfin, c'est pas inconnu. Hein, si on lit, si on a lu les classiques de la fantasy, concrètement, on n'est pas dépaysé. Donc là, ça va être une lutte de la lumière avec un grand L, hein, contre des cohortes de morts vivants assoiffés de sang. Donc le principal sujet de ce premier tome, parce que du coup, il y en a un deuxième, c'est la guerre, en fait. En thème sous-jacent, on peut trouver la rancœur, la famille, les apparences des choses, et ça vient ponctuer le récit à certains moments, mais rien de plus. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire le parallèle de la grande bataille de Kyber avec les états d'âme du héros. Donc c'est une lutte perpétuelle, et puis là, donc, ils vont devoir lutter sévère pour pas lâcher Kyber, parce que sinon, concrètement, ils sont tous morts. Et on peut faire le parallèle aussi entre Sid, on comprend pourquoi il a des rancœurs vers son père, mais on peut faire aussi le parallèle entre le personnage de Sid et la forteresse de pierre sombre qu'il faut défendre à tout prix. Donc ce sont les griffons, les lions et les dragons, et les elfes aussi qui vont défendre la forteresse contre une armée de bornes vivants. Bon, ça fait cliché, mais c'est comme ça. Il y a des liches, il y a des ghouls, des wolfen et des chromanciens, hein, enfin pareil avec ta chronique. Donc là encore, le principe de la lumière en opposition aux ténèbres, c'est grandement mis en avant. Ah là, ça change d'Ashton, là. C'est le gris contre les ténèbres. Exactement, c'est ça, la nuance. Donc une grande partie du récit, environ la moitié, elle est consacrée à la bataille. Et c'est dans ce récit particulièrement dense que l'auteur il se montre le plus doué. C'est jamais évident de décrire une chronique de guerre, en fait. Surtout une bataille qui est menée sur tous les fronts. Mais du coup, c'est assez fluide. Et ça fait pas brouillon du tout. Donc qu'on soit au Castel ou à la porte des Justes ou à la Grise, on est vraiment en compagnie des mecs qui défendent, en fait. Et l'immersion, elle est vraiment totale. Un autre point fort, c'est que il est vraiment arrivé à apporter un soin particulier à la description de Kyber. C'est-à-dire que c'est le point central, concrètement. Et il le décrit de manière à ce qu'on ne soit pas perdu. Il y a un petit plan au début, les noms nous sont donnés et tout ça. Ce qui fait que l'immersion, elle est encore plus totale et on a vraiment l'impression de connaître le lieu. Mais seulement, voilà, il y a ce sentiment d'incomplétude dont je parlais au début qui nous suit, hein, et ça, j'ai pas lâché le morceau, j'ai voulu savoir pourquoi. Donc arrivé au milieu du bouquin, je me suis mis à faire quelques recherches et j'arrêtais pas de me dire
c'est bizarre, ce bouquin il manque un truc. Un peu comme... c'est comme si on rencontrait un mec lambda qu'on connaît pas dans la rue et qui te parlait de sa famille, du genre... je sais pas... la dernière fois, Sylvie, elle m'a fait des roumaki et ils étaient d'enfer en fait. Alors que tu connais pas Sylvie... Tu sais sais pas ce que c'est qu'un roumaki, quoi. Donc, concrètement, si tu te dis, il essaye de m'enfumer le terrier, ouais, non, mais... Donc, c'est déstabilisant, tu comprends? Alors, est-ce qu'il fait pas ça pour qu'on soit un peu dans le chaos de la guerre, justement? Ça peut, c'est une approche que j'avais absolument pas envisagée, mais j'ai surtout trouvé la réponse à la question. Parce que je suis allé fouiner. J'imagine. À propos du bouquin, donc voilà, tu commences à me connaître. Et à part quelques avis, quelques chroniques qui allaient dans mon sens, c'est-à-dire ce sentiment vraiment qu'il manquait quelque chose, que c'était très rude, qu'on était jeté dans un environnement comme ça, et en poussant mes recherches, j'ai trouvé un truc. J'ai pas lâché, et je vais vous parler un peu du bonhomme. Donc Mathieu Gabory, c'est un romancier de son état, né le 25 août 1972, et il est auteur de SF et de fantasy. Jusque-là... rien qui sort de l'ordinaire. Il est auteur de plusieurs cycles, comme les Chroniques crépusculaires et les Chroniques des Féales, entre autres. Ouais, c'est connu. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc il a collaboré avec Fabrice Collin à l'écriture d'un roman steampunk, pardon. Ouais. Bah oui, aussi Fabrice Collin, gros nom. Ça te parle aussi, ouais, voilà. Ouais. Mais il bossait chez Casus Belli, je crois. On va y revenir. T'es en train de me griller. Donc, je sens les trucs, t'essayais de m'avoir là. Mais on lui fait pas ce vieux cookie. Donc voilà, le roman dont je parlais, il a reçu le prix Bob Moran de l'imaginaire dans la catégorie meilleur roman francophone, et qui s'appelle Confession d'un automate mangeur d'opium. Ah ben voilà, d'accord, ça me dit quelque chose, effectivement. Voilà. Je crois que je l'ai lu celui-là. Il travaille aussi dans le jeu vidéo, comme level designer et comme scénariste pour Infogrames et Ubisoft, c'est pas rien pour les plus grosses écuries, tout en continuant d'écrire en même temps. Plus tard, il dit avoir éprouvé des difficultés dans l'écriture, mais tout de même, il continue à développer des univers et à publier pour des grosses maisons. La Cité Excensus, c'est son dernier bouquin et c'est sorti en 2018. Mais l'information qui nous intéresse, et en rapport avec la faille de Kyber, c'est que Mathieu Gabory, c'est un rôliste. Ah, il y avait bien Anguille sous roche. Et c'est un détail qui aide vraiment à comprendre le cycle des ombres. Pourquoi ? Parce que donc à 10 ans, il découvre Donjons et Dragons, et il tombe littéralement dedans, puisqu'il va développer des mondes et participer aussi à la revue Casus Belli. D'accord. Dont tu parlais tout à l'heure, qui est spécialisée, donc pour ceux qui ne le savent pas, dans les mondes de l'imaginaire et le JDR, le jeu de rôle. Et c'est vrai que t'as pas mal d'auteurs de science-fiction et de fantasy français et françaises qui sont passés par là à un moment. Je pense à Jaworski par exemple. Non, c'est pas Jaworski, c'est celui qui a écrit Les Lames du Cardinal. Pével ? Non mais c'est ouais, je sais plus si c'est Pével ou non, c'est Jaworski qui a bossé sur Te Deum pour un massacre par exemple. Le jeu de rôle sur les guerres de religion. Enfin voilà, il y a plein d'auteurs qui ont bossé sur des jeux de rôle et des bouquins. C'est vrai que quand tu dis fantasy et que tu parles de France, en général, on retombe toujours là-dessus. Voilà, et en l'occurrence, t'as eu du pif parce qu'il a bossé pour cette grosse revue. Et c'est quand t'as commencé à me parler de l'univers et tout, j'ai fait, ça sent le... Ouais, ça me dit un truc. Pif, hein. Je me suis dit, je vais arriver en sneaky, un petit peu en sous-marin, il va rien voir du tout, mais en fait, il m'a eu. Donc, il va écrire des jeux de rôle, et Crime, par exemple, qui va paraître en 94, et de fil en aiguille, il va collaborer à un univers Arclash. C'est un jeu de figurines sorti chez Rackham, c'est une boîte que je sais pas tu connais. Ouais. Et elle a mis la clé sous la porte il y a quelques années. Et de cette collaboration vont naître 2 livres, Les Cendres de la colère et La faille de Kyber. D'accord. Donc du coup, là ça prend tout son sens. Et c'est pour ça que le roman en fait laissait vraiment une sensation étrange. C'est qu'en fait il fait déjà partie d'un univers, et un univers de jeu de rôle. Le lecteur il est propulsé dans le monde d'Arclash du coup, dont les bases ont été posées, et ça se ressent parce que du coup il nous lâche tout un tas d'informations, de technologies, de races et de machin, comme si on devait les connaître en fait. Ouais. En fait tu dois les connaître si t'as joué au jeu de rôle.
Donc ça aurait été bien de le préciser en début d'édition, hein, J'avoue. parce que la seule info présente qu'on a sur le livre, c'est que le texte a dû être remanié en fait pour la présente édition, parce que ça a été publié déjà pour une boîte, je m'en souviens plus, mais donc Point Fantasy a repris le texte à Gabory en lui disant par contre il faudra le retravailler. Donc on n'a rien de plus. Mais avec le recul et cette information en notre possession, eh ben on a l'impression du coup de tenir une campagne de jeu de rôle entre les mains du coup. À un moment précis, un peu comme si le maître du jeu, il avait brodé son histoire pour amener les joueurs à cette bataille, avec un côté les morts vivants et un autre côté les défenseurs de Kyber en fait. Ouais, une sorte de conclusion de campagne ou un truc comme ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Et vu le nombre de pages réduit là, bah ça prend tout son sens en fait. C'est-à-dire, il faut aller à l'essentiel et simplement se mettre sur la courge à grands coups de jet de dés et te faire tirer la partie jusqu'à 6h du mat et après aller se coucher. Ah, toi, t'as pas eu des bons MJ, hein. Non, malheureusement, j'ai pas fait énormément de jeux de rôle. Donc, mais t'as été maître du jeu pour nous et ça s'est très bien passé. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait fait. Ouais. C'est vrai que c'était Ouais, cool. carrément. Ouais. En tout cas, c'est la sensation que le livre laisse. C'est voilà, de faire partie d'un univers déjà connu et quelque chose de très expéditif, mais au final, c'est compréhensible. Bah, du coup, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que on est d'accord que c'est un livre indépendant? Je veux dire, il n'y a pas de suite ou de préquel à ce Alors, livre. en fait, il y a un deuxième tome du cycle des ombres, Ouais. mais il y a juste une vague notion qui est faite à la faille de Kyber. En fait, là, ça concerne un peuple de serpents c'est comme une enquête policière, visiblement, mais ça n'a rien à voir avec la faille de Kyber. C'est D'accord. simplement un autre truc qui a été... c'est la suite, sans être une suite, en fait. D'accord, c'est le même univers, mais les deux sont pas liés. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être étranger à tout ça. Et c'est dommage parce que bah, du coup l'auteur a du talent. Concrètement au niveau de l'écriture, bah, ça se ressent. C'est pas un noob le mec, il sait écrire. C'est simplement que bon bah voilà, si on n'est pas prévenu, ça laisse une sensation vraiment vraiment bizarre. Et donc pour terminer Macro, je me suis quand même démené pour avoir ce bouquin parce que pour la petite histoire, j'étais dans un grand magasin où ils vendent des bouquins et j'avais vu ce livre en tête de gondole. Il a une couverture sublime. Avec une tête de mort, enfin un crâne et tout, enfin c'est magnifique. Et j'avais pas retenu le titre, j'y suis retourné une semaine après et il était plus là-bas, donc je vais voir le vendeur en me disant ouais machin, il y avait un bouquin là qui était posé, le mec en avait carrément strictement aucune idée. Et j'ai passé une heure dans le magasin avec mon smartphone et essayer de retrouver le machin. Et quand je te dis une heure, c'est bien une heure. Et du coup bah je suis ressorti avec le bouquin. Et le mec était estomaqué, il me dit putain mais comment vous avez fait? Je suis juste un con. Obsessionnel qui va retrouver les trucs qu'il cherche. Donc du coup bah voilà, j'ai retrouvé mon bouquin. Ah, apparemment c'était pas mal, ça valait le coup. Ouais c'était c'est très rapide, mais on a vraiment l'impression de faire partie d'un tout, enfin d'autant plus que là c'est vraiment prenant, c'est un récit guerrier quand même. Donc du coup t'es au milieu, ça arrive à l'est, ça arrive à l'ouest, il y a des morts, il y a des machins, il y a des rebondissements. Enfin bon, voilà, c'est intéressant. Si on connaît le bouquin, je pense que c'est encore mieux. L'univers. Ouais. Si on connaît le jeu, pardon, ouais, voilà, c'est ça, c'est encore mieux. Bah, Après, sinon, ça fait du one shot, c'est très bien aussi, hein, mais. La question que je me pose quand même, parce que l'éditeur, il aurait peut-être dû justement s'ils ont remanié le texte, pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas dit d'ajouter un peu d'explication, ou pourquoi est-ce qu'ils ont pas inséré un paragraphe, tu vois, pour replacer tout ça dans son ensemble. Parce que là, le jeu de rôle le titre du jeu de rôle que tu m'as donné, alors je connais pas tous les jeux de rôle non plus, ça fait longtemps que je suis un peu à côté de ce truc-là, mais il y a une époque, j'étais quand même assez actif. Et c'est pas un truc que j'ai vu spécialement passer, tu vois, c'est pas un gros nom. Je me dis, il faut connaître le jeu de rôle qui est clairement pas un succès commercial a priori. Enfin, je vois même pas à quoi ressemble le bouquin. Et donc il faut déjà ça pour ensuite lire un récit de guerre, donc dans lequel tu t'investis pas vraiment. Enfin, je veux dire, tu suis l'action, mais tu t'as pas de. Exactement, c'est ça. Oui, d'autant plus que du coup la psychologie des personnages, elle est pas développée. Bon alors c'est vraiment quelque chose de très plat en fait, c'est caricatural. Voilà, c'est le mec qui s'est pas emmerdé parce que de toute façon ça tourne pas autour de la psychologie, je veux dire, c'est pas le but du roman.
C'est un roman guerrier et puis basta. Et du coup, je trouve très bizarre qu'ils lui ont fait retravailler le texte, mais qu'ils ont rien fait par rapport à ça. C'est vrai que c'est étrange. C'est assez. Enfin, là, pour le coup, je trouve que c'est pas spécialement la faute de l'auteur, on va dire. Non, c'est sûr. Tu vois, c'est sûr. On lui a demandé un truc, il l'a fait. Je pense surtout à l'époque, quand on lui avait demandé, parce que c'était quelque chose de bien précis. Mais là, ouais, c'est assez bizarre, ouais, comme choix. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour les amateurs de fantasy épique et guerrière, on peut y aller les yeux fermés. Hein. Ça, c'est sûr. Bah, si c'est un bon écrivain, auteur de jeux de rôle, normalement, voilà. sur tout ce qui est baston, ça va. Ouais, exactement. Pour rendre vivant, faut savoir faire la papote, comme on dit. Oui, d'autant plus que j'ai vu l'épaisseur de ces autres bouquins. Ça va, il y a matière, donc je suppose que c'est des trucs ultra développés aussi. Donc, je me fais pas de soucis. Je pense que voilà, si un jour, enfin, je pense qu'il le fera pas parce que concrètement voilà. Mais si c'était à retravailler, voilà, déjà il y a une bonne base de fantasy bien sombre et bien épique. Donc pourquoi pas. Voilà, en tout cas c'était Macro du jour. Ah, c'est bien, encore deux choses très différentes. Ouais. C'est plutôt cool. Surtout qu'on se concerte pas avant. Non, c'est vrai, un jour on va tomber sur le même bouquin, ça va nous faire bizarre. Ouais, je pense que ce jour-là, l'émission va durer 2 heures. Exactement, c'est ça. Et à la fin, ils sauront pas si on a lu le même ou si on invente au fur et à mesure. C'est ça, on se sentira un peu grugé. Donc voilà, de toute façon, pour cette émission-là. Ouais. Pour la 4e. On est toujours actif sur le Facebook, sur le YouTube, sur Podcast Addict et toutes les plateformes de streaming. Spotify. Deezer. Ouais. Voilà, ça se met à jour automatiquement. YouTube, je sais pas si tu l'as dit. YouTube aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être averti des sorties. Je me suis abonné. Toutes les 2 semaines. Ouais, super. Donc c'est toi alors. Ouais. Le 4e ou le 5e. Petit, mais ça commence à monter un peu, c'est bien. Bah écoute, je crois qu'il nous reste juste à vous souhaiter une bonne semaine. Très bonne semaine, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.